17 kilomètres sous la frontière entre la Suisse et la France, une machine plus froide que le vide spatial fonctionne sans relâche. Elle propulse des particules à 99,9% de la vitesse de la lumière. Des milliards de collisions chaque seconde. Des températures plus élevées que tout ce qui existe dans l'univers connu. Et cachés dans ce chaos, les physiciens découvrent des fissures, de minuscules brèches dans les équations qui décrivent la réalité. Certaines anomalies pointent vers des forces que nous n'avons jamais détectées. D'autres suggèrent des particules qui ne devraient pas exister. Si ce voyage vous plaît, pensez à vous abonner et à appuyer sur le bouton « J'aime ». Nous nous apprêtons à aller là où la physique n'aurait jamais dû nous mener. Préparez-vous. Commençons. Imaginez un anneau si gigantesque qu'il passe sous 2 pays. Un tunnel creusé dans la roche et l'argile, 100 mètres sous terre, s'étendant sur 17 km de circonférence. Voici le grand collisionneur de Hadron, la plus grande machine jamais construite par l'humanité. Et son but est de répondre à la plus ancienne question que nous ayons jamais posée. De quoi tout est-il fait? Le tunnel se trouve sous des terres agricoles et des villages à la frontière entre la Suisse et la France. Les gens au-dessus vivent leur vie normale. Ils vont au travail. Ils promènent leurs chiens. Ils n'ont aucune idée que juste sous leurs pieds, des particules traversent le vide à une vitesse qui ferait 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde. La machine elle-même ressemble à quelque chose sorti d'un rêve de science-fiction. Des milliers d'aimants supraconducteurs tapissent les parois du tunnel, chacun enveloppé de câbles plus fins qu'un cheveu humain, mais plus résistants que l'acier. Ces aimants font une seule chose. Ils courbent. Ils infléchissent la trajectoire des particules qui, autrement, fonceraient droit dans la roche et disparaîtraient. Mais c'est là que l'ingénierie devient presque incroyable. Pour que ces aimants fonctionnent, les ingénieurs doivent les refroidir à moins 271 degrés Celsius. C'est plus froid que le vide entre les galaxies, plus froid que les recoins les plus sombres de l'espace profond. La machine nécessite 96 tonnes d'hélium liquide rien que pour maintenir ce froid. La moindre petite augmentation de température et tout le système s'effondre. À l'intérieur de cet anneau gelé, 2 faisceaux de protons voyagent dans des directions opposées. Chaque faisceau contient des milliards de particules. Ils font le tour de l'anneau 11 000 fois chaque seconde, et à chaque tour, ils gagnent de l'énergie. Les particules deviennent si rapides que le temps lui-même commence à ralentir pour elles. C'est de la physique confirmée. À ces vitesses, la relativité d'Einstein prend le contrôle, et les protons vivent le temps différemment de nous. Quand le moment arrive, les faisceaux se croisent, pas doucement, pas lentement. Les protons s'entrechoquent, à des énergies combinées de 13 000 milliards d'électronvolts. Le point de collision est plus petit qu'un atome. La violence dépasse tout ce que la nature produit sur Terre. Et dans cette destruction microscopique, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie se transforme en matière. Des particules qui n'ont pas existé depuis le premier battement de cœur de l'univers surgissent soudain à l'existence. C'est ce que fait le CERN. Il rembobine la création. Il nous ramène aux conditions qui existaient 1 billionième de seconde après le commencement de tout. 4 détecteurs massifs entourent les points de collision, chacun aussi grand qu'une cathédrale. Ils capturent tout, chaque particule, chaque jet d'énergie, chaque fragment de preuve qui pourrait révéler ce que la réalité nous cache. Des scientifiques de plus de 70 pays travaillent ici. Ils parlent différentes langues. Ils viennent de différentes cultures. Mais ils partagent une obsession. Ils veulent savoir de quoi l'univers est fait à son niveau le plus fondamental. Et ils sont prêts à passer des décennies à chercher des réponses qui pourraient changer tout ce que nous croyons. La machine a déjà trouvé des choses censées être impossibles. Mais ce qu'elle a trouvé ensuite a poussé les physiciens à se demander si leurs équations avaient jamais été correctes. Les protons ne commencent pas vite. Ils débutent leur voyage sous forme de gaz hydrogène ordinaire, extrait d'une petite bouteille rouge, pas plus grande qu'un extincteur. De l'hydrogène ordinaire,
le même élément qui remplit les étoiles et flotte dans l'air que vous respirez. Mais ce qui se passe ensuite transforme ces atomes en quelque chose de presque surnaturel. D'abord, les électrons sont arrachés. Ce qui reste, c'est le noyau, un seul proton, chargé positivement, prêt à être accéléré. L'accélération se fait par étapes. Imaginez une course de relais où chaque coureur passe le témoin à quelqu'un de plus rapide. Les protons entrent dans un petit accélérateur linéaire et reçoivent leur première poussée de vitesse. Puis ils passent dans un anneau plus grand, puis un autre, puis encore un autre. Chaque anneau les pousse plus près de la limite absolue. Cette limite, c'est la vitesse de la lumière. Rien qui possède une masse ne peut l'atteindre. C'est l'une des règles les plus strictes de la physique. Mais les protons s'en approchent incroyablement près. Au moment où ils entrent dans l'anneau principal, ils voyagent à 99,9999% de la vitesse de la lumière. La différence entre leur vitesse et le maximum absolu est presque impossible à mesurer. Que signifie cette vitesse en termes pratiques? Un proton dans l'accélérateur parcourt les 17 km de l'anneau 11 245 fois chaque seconde. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre le suivre en mouvement, vous ne verriez rien. Il serait partout et nulle part. Un flou qui n'existe que dans les mathématiques qui le décrivent. À ces vitesses, des choses étranges se produisent. Les protons gagnent de la masse. La relativité l'exige. Plus quelque chose se déplace vite, plus il devient lourd. Un proton au repos ne pèse presque rien. Un proton proche de la vitesse de la lumière pèse 7000 fois plus. C'est confirmé par chaque mesure que le CERN a jamais effectuée. Mais la masse n'est qu'une partie de l'étrangeté. Le temps se déforme aussi. Du point de vue du proton, le voyage autour de l'anneau ne prend presque pas de temps. De notre point de vue, observant de l'extérieur, le proton semble figé dans une sorte de suspension temporelle. Il vieillit plus lentement que nous. C'est réel. C'est mesuré. C'est ce qui se passe quand on s'approche de la limite de vitesse cosmique. L'énergie nécessaire pour maintenir ces vitesses est énorme. L'accélérateur consomme assez d'électricité pour alimenter une petite ville. Les aimants doivent constamment lutter contre la tendance naturelle des particules à s'échapper. Chaque milliseconde est une bataille entre l'ingénierie humaine et les forces fondamentales de la nature. Et puis vient la collision. Les faisceaux sont focalisés jusqu'à devenir plus fins qu'un cheveu humain. Le timing doit être parfait. Si deux paquets de protons se manquent, ne serait-ce que d'une fraction de millimètre, rien ne se passe. Mais quand ils se touchent, quand des milliards de particules percutent des milliards d'autres particules, l'énergie libérée est stupéfiante. Pendant un bref instant, la température au point de collision atteint plusieurs milliers de milliards de degrés. Plus chaud que le centre de n'importe quelle étoile. Plus chaud que n'importe quoi dans l'univers aujourd'hui. Dans cette fournaise, la matière se dissout en quelque chose de plus fondamental. Ce qui émerge de ce chaos a déjà réécrit les manuels, et les scientifiques croient que c'est sur le point de se reproduire. Pendant 50 ans, les physiciens avaient un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Leurs équations fonctionnaient magnifiquement. Elles prédisaient comment les particules se comportent, comment les forces agissent, comment l'univers se maintient. Mais il y avait un trou dans les mathématiques, une lacune qui n'avait pas de sens. Les équations disaient que les particules ne devraient avoir aucune masse. Zéro. Rien. Chaque électron, chaque quark, chaque morceau fondamental de matière devrait peser exactement rien et traverser l'univers à la vitesse de la lumière. Évidemment, c'est faux. Vous avez une masse. La chaise sous vous a une masse. La planète a une masse. Quelque chose manquait dans les équations. En 1964, plusieurs physiciens ont proposé une réponse. Il doit exister un champ invisible qui remplit tout l'espace. Quand les particules se déplacent à travers ce champ, elles interagissent avec lui. Cette interaction crée une résistance, et cette résistance
est ce que nous percevons comme la masse. Imaginez marcher dans l'eau. Dans l'air, vous vous déplacez librement. Dans l'eau, la résistance vous ralentit. Le champ de Higgs fonctionne de la même façon, sauf que la résistance ne ralentit pas les particules. Elle leur donne du poids. Si ce champ existe, les mathématiques disaient qu'il devrait produire une particule, un quantum du champ lui-même. Ils l'ont appelé le boson de Higgs, mais le trouver serait presque impossible. Le boson de Higgs est instable. Il existe pendant moins d'un billionième de seconde avant de se désintégrer en d'autres particules. On ne peut pas l'attraper. On ne peut pas le tenir. On ne peut voir que les débris qu'il laisse derrière lui et remonter à rebours. Pendant des décennies, les physiciens ont cherché. Ils ont construit des accélérateurs de plus en plus grands. Ils ont analysé des milliards de collisions. Ils n'ont rien trouvé. Certains ont commencé à douter que la particule soit même réelle. Peut-être que la théorie était fausse. Peut-être que la masse provenait de quelque chose de complètement différent. Puis est arrivé le 4 juillet 2012. Dans un auditorium bondé au CERN, les scientifiques ont annoncé qu'ils l'avaient trouvé. Le boson de Higgs était réel. Les données étaient écrasantes. Deux détecteurs séparés, utilisant deux méthodes complètement différentes, ont capturé sa signature. La certitude statistique était de 5 sigma, ce qui signifie que la chance d'erreur était inférieure à 1 sur 3 millions. La salle a explosé. Peter Higgs, le physicien qui avait proposé le champ 48 ans plus tôt, était assis dans le public avec des larmes coulant sur son visage. Il avait attendu un demi-siècle pour savoir si ses mathématiques décrivaient la réalité. Elles la décrivaient, mais la découverte a créé de nouveaux mystères. Le boson de Higgs a une masse spécifique, environ 125 milliards d'électronvolts, et ce nombre est étrange. Il se situe dans une plage étroite qui suggère que l'univers pourrait être instable. Le vide lui-même pourrait être capable de s'effondrer dans un état de plus basse énergie, détruisant tout. C'est théorique, non confirmé, mais les mathématiques le permettent. Et il y a autre chose, quelque chose que les équations ont prédit, mais qui n'a toujours pas été directement observé. Le boson de Higgs devrait être capable d'interagir avec lui-même. Ce que cela signifie pour le destin de tout est encore en train d'être calculé. Chaque particule dans le modèle standard interagit avec d'autres particules. Les électrons repoussent les électrons. Les quarks se lient aux quarks. Les photons rebondissent entre les objets chargés. Ces interactions suivent des règles, des schémas prévisibles que les physiciens ont testés des millions de fois. Mais le boson de Higgs est différent. Selon la théorie, le Higgs peut faire quelque chose qu'aucune autre particule fondamentale ne peut faire. Il peut interagir avec des copies de lui-même. 3 bosons de Higgs se rencontrant en un seul point. 4 bosons de Higgs se combinant en un seul événement. Cette auto-interaction est inscrite dans les mathématiques. Cela doit arriver. Le problème est de le prouver. Trouver un seul boson de Higgs a nécessité des décennies de travail et des milliards de collisions. Trouver 2 bosons de Higgs en même temps est environ 1000 fois plus difficile. La probabilité est si faible que même avec la quantité massive de données que le CERN collecte, ces événements sont rares. Mais les scientifiques cherchent. La raison pour laquelle cela compte va bien au-delà de la physique des particules. L'autocouplage du Higgs, comme on l'appelle, détermine la forme du potentiel de Higgs. Imaginez ce potentiel comme un paysage. Le champ repose dans une vallée. La forme de cette vallée contrôle comment l'univers se comporte. Si la vallée est profonde et stable, l'univers restera tel qu'il est, pour toujours. Mais si la vallée a une paroi mince et qu'un gouffre plus profond existe de l'autre côté, l'univers pourrait passer au travers par effet tunnel. La mécanique quantique le permet. Une fluctuation aléatoire pourrait pousser le champ par-dessus le bord. Ce qui se passe ensuite s'appelle la désintégration du vide. Une bulle de vrai vide se créerait. À l'intérieur de la bulle, la physique fonctionnerait différemment.
Les constantes qui régissent les atomes, les forces et la lumière changeraient toutes. La bulle s'étendrait à la vitesse de la lumière, engloutissant tout ce qu'elle toucherait. Vous ne la verriez jamais venir. Un instant, la réalité existe. L'instant suivant, elle n'existe plus. C'est théorique. Il n'y a aucune preuve confirmée que la désintégration du vide se produira. Les mathématiques suggèrent que c'est possible, mais l'échelle de temps pourrait être plus longue que l'âge de l'univers. Nous pourrions être en sécurité pendant des billions d'années, ou nous pourrions ne pas l'être du tout. La seule façon de le savoir est de mesurer précisément l'autocouplage du Higgs. En ce moment, le CERN a contraint la valeur. Ils savent qu'elle se situe dans une certaine plage, mais l'incertitude est encore grande. Les données montrent que l'interaction existe quelque part entre 0,7 et plus 6 fois la valeur prédite par le modèle standard. C'est une large fenêtre. La prochaine génération d'expériences la réduira. Si l'interaction correspond exactement au modèle standard, l'univers est probablement métastable, en équilibre sur le fil du rasoir entre l'existence et l'annihilation, mais susceptible de rester en équilibre pendant une durée inimaginablement longue. Si l'interaction dévie, quelque chose ne va pas dans notre compréhension de la physique elle-même. Les deux réponses changent tout. Entre les galaxies, là où aucune étoile ne brûle et aucune planète ne tourne, la température descend à environ moins 270 degrés Celsius. C'est le froid naturel du vide. Le rayonnement de fond laissé par la naissance de l'univers empêche le cosmos d'atteindre le zéro absolu, mais de justesse. Le grand collisionneur de hadrons fonctionne plus froid que cela. Les aimants supraconducteurs qui courbent les faisceaux de particules nécessitent des températures de moins 271 degrés Celsius, presque 2 degrés de moins que l'espace intergalactique, presque aussi froid que la physique, permet à quoi que ce soit d'être. Atteindre cette température nécessite un système d'une complexité stupéfiante. 96 tonnes d'hélium liquide circulent dans la machine. L'hélium est la seule substance qui reste liquide à ses extrêmes. Tout le reste gèle. L'hélium doit être continuellement pompé, surveillé et recyclé. Même une petite fuite causerait un réchauffement catastrophique. En 2008, c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant le démarrage initial, une connexion électrique défectueuse a provoqué une étincelle. L'étincelle a chauffé une petite partie de la machine. Cette chaleur a causé une vaporisation explosive de l'hélium. L'onde de pression a endommagé plus de 50 aimants et arraché les tubes à vide de leur support. Les réparations ont pris 14 mois. Les coûts ont atteint des millions de dollars. La machine est fragile malgré sa taille. Un oiseau qui a laissé tomber un morceau de pain sur une unité d'alimentation extérieure a causé un arrêt une fois. Une fouine qui a rongé des câbles électriques a mis le système hors service. Les ingénieurs ont appris à s'attendre à l'inattendu. Mais quand le froid tient, quelque chose de remarquable se produit. Les aimants supraconducteurs perdent toute résistance électrique. Le courant les traverse sans aucune perte d'énergie. Dans un fil normal, l'électricité génère de la chaleur. Cette chaleur gaspille de l'énergie et limite la quantité de courant qu'on peut faire passer. Les supraconducteurs n'ont pas cette limite. Le même courant peut circuler pour toujours sans ajouter d'énergie. C'est ce qui permet aux aimants de générer des champs suffisamment puissants pour courber des particules se déplaçant presque à la vitesse de la lumière. Un aimant conventionnel fondrait. Un aimant supraconducteur courbe simplement l'espace autour de lui. Dans l'anneau principal, il y a 1232 aimants dipolaires. Chacun mesure presque 15 mètres de long et pèse 35 tonnes. Ensemble, ils contiennent assez de fils de niobium titane pour faire 2 fois le tour de l'équateur. La précision nécessaire pour les aligner se mesure en fractions de millimètres. Si un aimant tombe en panne, le faisceau perd le contrôle. Des particules se déplaçant près de la vitesse de la lumière s'écraseraient dans les parois du tunnel. L'énergie qu'elles transportent équivaut à un train lancé à pleine vitesse. La machine a des systèmes d'urgence qui peuvent décharger le faisceau dans un absorbeur de graphite en 3 tours de l'anneau.
moins d'un millième de seconde. Mais la marge d'erreur est fine comme une lame de rasoir. Tout doit fonctionner parfaitement. Le froid doit tenir. Les aimants doivent fonctionner. Les faisceaux doivent rester alignés. Quand c'est le cas, l'accélérateur devient une machine à remonter le temps. Et en 2023, elle a été pointée vers la cible la plus étrange à ce jour. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui semble identique à la matière, mais qui a presque complètement disparu de l'univers. Les expériences au CERN s'apprêtaient à faire tomber de l'antimatière. Chaque particule a un jumeau, un opposé, une contrepartie d'antimatière qui porte des charges opposées, mais qui autrement semblent identiques. L'électron a le positron, le proton a l'antiproton. Quand matière et antimatière se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement, convertissant complètement toute leur masse en pure énergie. C'est de la physique confirmée, mesurée d'innombrables fois. Indéniable. Mais une question restait sans réponse depuis des décennies. L'antimatière tombe-t-elle vers le haut ou vers le bas? Cela semble étrange. Pourquoi l'antimatière se comporterait-elle différemment dans un champ gravitationnel? La relativité générale, la théorie de la gravité d'Einstein, prédit que tout tombe de la même façon, quelle que soit sa composition. Une plume et un marteau lâchés dans le vide touchent le sol au même instant. L'antimatière devrait suivre la même règle. Mais personne ne l'avait jamais testé directement. Le problème est de garder l'antimatière en vie assez longtemps pour qu'elle puisse tomber. Dès qu'une antiparticule touche de la matière ordinaire, les deux sont détruites. On ne peut pas tenir de l'antimatière dans sa main. On ne peut pas la poser sur une balance. On ne peut pas simplement la lâcher et regarder ce qui se passe. Le CERN a construit une machine pour résoudre ce problème. L'expérience alpha crée des atomes d'antihydrogène en combinant des antiprotons avec des positrons. Ces antiatomes sont électriquement neutres, ce qui signifie qu'ils peuvent être piégés par des champs magnétiques plutôt qu'électriques. Le piège suspend l'antihydrogène dans le vide, empêchant tout contact avec la matière normale. En 2023, l'équipe était prête. Ils ont créé un nuage d'atomes d'antihydrogène à l'intérieur d'un cylindre vertical entouré de bobines supraconductrices. Puis, ils ont lentement affaibli le piège magnétique. Les antiatomes ont commencé à s'échapper. Certains ont flotté vers le haut, d'autres vers le bas. Quand chacun a touché la paroi du cylindre, il s'est annihilé, libérant un éclair d'énergie. Les détecteurs ont enregistré où chaque éclair s'est produit. 80% de l'antimatière s'est annihilée sous le centre du piège. Seulement 20% s'est annihilé au-dessus. La conclusion était claire. L'antimatière tombe vers le bas. Elle réagit à la gravité de la même façon que la matière ordinaire. Einstein avait raison. Cela peut sembler être la fin de l'histoire. L'expérience a confirmé ce que la théorie avait prédit. Mais les implications vont plus loin. Si matière et antimatière se comportent de façon identique sous la gravité, pourquoi l'univers est-il composé presque exclusivement de matière? Le Big Bang aurait dû produire des quantités égales des deux. Elles auraient dû s'annihiler mutuellement complètement, ne laissant rien que du rayonnement. Quelque chose a brisé la symétrie. Quelque chose a fait gagner la matière par une infime fraction, une partie sur 1 milliard. Ce petit déséquilibre est la raison pour laquelle les galaxies existent. Pourquoi les étoiles brûlent? Pourquoi vous êtes là pour vous en émerveiller? L'expérience alpha a éliminé une explication. L'antimatière ne tombe pas vers le haut. La gravité n'est pas la raison du déséquilibre. Alors, qu'est-ce que c'est? Le CERN produit maintenant de l'antimatière en quantité sans précédent. Plus de 2 millions d'antiatomes rien qu'en 2023 et 2024. La précision des mesures continue de s'améliorer. Mais tandis que certains scientifiques poursuivaient l'antimatière en chute libre, d'autres poursuivaient quelque chose d'encore plus étrange. Un tremblement dans le spin d'une particule qui refusait de correspondre aux mathématiques. Pendant des années, ce tremblement a menacé de briser toute la physique. Le muon est un cousin plus lourd de l'électron.
200 fois plus massif, mais par ailleurs similaire. Il porte la même charge négative. Il réagit aux mêmes forces. Il devrait suivre les mêmes règles. Mais quand les physiciens ont mesuré comment les muons tournent dans un champ magnétique, quelque chose n'allait pas. Chaque particule chargée avec un spin se comporte comme un minuscule aimant. Placez-la dans un champ magnétique externe et elle va osciller comme une toupie qui s'incline lentement. La vitesse de cette oscillation peut être calculée en utilisant la mécanique quantique. Le modèle standard l'a prédit avec une précision extraordinaire, à 10 décimales près. La mesure aurait dû correspondre à la prédiction. À la fin des années 90, une expérience au laboratoire national de Brookhaven a trouvé une divergence. Le muon oscillait un peu plus vite que ce que les mathématiques disaient. La différence était petite, incroyablement petite, mais elle était là. Les physiciens appellent cette quantité G-2. G représente le rapport gyromagnétique, un nombre qui devrait être exactement 2 selon la théorie quantique de base. Les corrections quantiques le poussent légèrement plus haut. C'est pourquoi la mesure s'appelle G-2. Le résultat de Brookhaven suggérait que les corrections étaient plus grandes que prévu. Si c'est vrai, quelque chose interagissait avec le muon que le modèle standard n'incluait pas. Une nouvelle particule, une nouvelle force, quelque chose caché dans la mousse quantique qui entoure chaque particule. Le problème était la statistique. La mesure de Brookhaven était précise, mais pas assez pour revendiquer une découverte. Elle tournait autour de 3 à 4 sigma, ce qui signifie qu'il y avait encore une petite chance que la divergence soit du bruit aléatoire. Le CERN a contribué des données. Fermilab a construit une nouvelle expérience. L'aimant de Brookhaven a été transporté à travers le pays sur une barge parce qu'il était trop grand pour voyager autrement. Les scientifiques ont passé des années à se préparer. En 2021, Fermilab a publié ses premiers résultats. La divergence persistait. Le muon oscillait toujours incorrectement. Mais la prédiction théorique changeait aussi. Calculer l'oscillation du muon nécessite d'additionner les contributions de chaque particule avec laquelle il pourrait interagir. Quarks, gluons, photons et possibilités plus exotiques, tous contribuent. Certains de ces calculs nécessitent des superordinateurs fonctionnant pendant des mois. D'autres nécessitent des données expérimentales d'accélérateurs pour contraindre les entrées. Différentes méthodes donnaient différentes réponses. Une approche utilisant des données de collision électron-positron soutenait l'anomalie. Une autre approche utilisant une technique appelée chromodynamique quantique sur réseau suggérait que le modèle standard pourrait après tout être correct. Les deux méthodes se contredisaient. En juin 2025, Fermilab a publié ses résultats finaux en utilisant toutes les données collectées sur 6 ans. La précision expérimentale a atteint des niveaux sans précédent. La mesure correspondait étroitement à la prédiction théorique révisée. L'anomalie qui avait tenté la physique pendant 25 ans s'est estompée. Mais elle n'a pas complètement disparu. La tension entre les différentes méthodes de calcul persiste. Le mystère s'est déplacé de l'expérience vers la théorie. Certains physiciens croient que la nouvelle physique se cache encore dans les chiffres. D'autres croient que le modèle standard a survécu à un autre test. Mais tandis que le tremblement du muon se refroidissait, une autre crise se réchauffait. Une autre particule s'est avérée plus lourde que prévu. Et cette mesure a failli tout briser. Le boson W est le porteur de la force nucléaire faible. Il intervient dans certains types de désintégration radioactive. Il est essentiel à la façon dont les particules se transforment en d'autres particules. Et sa masse est l'une des valeurs les plus précisément prédites de toute la physique. Le modèle standard dit que le boson W devrait peser environ 80 357 millions d'électronvolts. Cette prédiction vient de la mesure d'autres particules et de l'insertion de leurs valeurs dans les équations interconnectées. Tout doit coller. Si un nombre est faux, toute la structure vacille. En 2022, l'expérience CDF à Fermilab a lâché une bombe.
Après avoir analysé des données collectées pendant des décennies, ils ont annoncé une nouvelle mesure de la masse du boson W. Leur valeur était de 80 433 millions d'électronvolts. C'est 76 millions d'électronvolts de plus que la prédiction. La divergence était de 7 sigma. Cela signifie que la chance que ce soit une coïncidence statistique est inférieure à 1 sur 1000 milliards. Si c'est correct, le modèle standard était brisé. Les physiciens se sont efforcés de comprendre ce que cela pouvait signifier. Certains ont proposé de nouvelles particules qui avaient échappé à la détection. D'autres ont suggéré que le boson de Higgs pourrait interagir avec des forces non découvertes. Quelques-uns ont spéculé sur des dimensions supplémentaires ou des partenaires supersymétriques. Mais il y avait un problème. D'autres expériences n'étaient pas d'accord. Les mesures du CERN, d'expériences antérieures à Fermilab, du grand collisionneur électron-positron, toutes donnaient des valeurs plus proches de la prédiction du modèle standard. Les résultats de CDF se tenaient seuls. Soit CDF avait découvert quelque chose de révolutionnaire, soit ils avaient fait une erreur. Mesurer la masse du boson W est extraordinairement difficile. La particule se désintègre en un muon et un neutrino. Les muons peuvent être suivis précisément, mais les neutrinos s'échappent du détecteur sans interagir. On ne peut pas mesurer un neutrino directement. On doit déduire ses propriétés de ce qui manque dans la collision. Cela nécessite une compréhension parfaite du détecteur. Chaque champ magnétique, chaque interaction de matériaux, chaque calibration doit être connue précisément. De petites erreurs systématiques peuvent décaler le résultat final. Pendant 2 ans, la communauté des physiciens a attendu. Puis en septembre 2024, l'expérience CMS au CERN a publié sa propre mesure. Elle a utilisé 300 millions d'événements de collision et les techniques les plus avancées jamais appliquées. Ils ont trouvé une masse du boson W de 80 360 millions d'électronvolts, presque exactement ce que le modèle standard avait prédit. L'anomalie de CDF ne s'est pas répliquée. La crise semblait terminée, mais des mystères demeurent. Pourquoi CDF a-t-il obtenu une réponse si différente? Leurs méthodes d'analyse n'ont pas montré d'erreurs évidentes. Certains physiciens croient que des effets systématiques non découverts peuvent expliquer la différence. D'autres se demandent si le désaccord ne pointe pas vers quelque chose de plus profond. Pour l'instant, le modèle standard a survécu. Le boson W pèse ce qu'il devrait. Mais ce n'est pas parce qu'une fissure s'est refermée que d'autres ne se sont pas ouvertes. Dans les débris des collisions, les scientifiques ont trouvé des particules qui ne devraient pas exister du tout. Les quarks sont les blocs de construction à l'intérieur des protons et des neutrons. Ils viennent en 6 types appelés saveur, haut, bas, charme, étrange, top et bottom. Normalement, les quarks se combinent selon des schémas simples. 3 quarks forment un baryon, comme les protons dans votre corps. 2 quarks, plus précisément un quark et un antiquark, forment un méson. Pendant des décennies, ce furent les seules combinaisons observées. Mais la théorie en permettait davantage. 4 quarks liés ensemble, 5 quarks enfermés dans une seule particule. Ces états exotiques avaient été prédits dans les années 60, à la même époque où le modèle des quarks a été inventé. Pourtant, personne ne pouvait les trouver. Puis le grand collisionneur de Hadron a commencé à faire entrer des particules en collision. Le détecteur LHCb se spécialise dans l'étude des quarks, bottom et charme. Ces quarks lourds vivent juste assez longtemps pour parcourir une fraction de millimètre avant de se désintégrer, laissant des traces distinctives qui peuvent être reconstruites précisément. En analysant ces traces, les physiciens ont commencé à trouver des choses qui ne correspondaient à aucune particule connue. En 2015, LHCb a annoncé le premier pentaquark confirmé, 5 quarks liés ensemble. La particule contenait un quark charme, un anti-quark charme et 3 quarks légers. Elle n'a existé qu'un instant avant de se désintégrer,
mais le signal était indubitable. Puis sont venus les tétraquarks. En 2020, la collaboration a trouvé une particule composée de 4 quarks charmes, 2 charmes et 2 anticharmes, liés en un groupe serré. C'était extraordinaire. Tous les tétraquarks précédents contenaient un mélange de quarks lourds et légers. Celui-ci était purement lourd. La découverte a changé la façon dont les physiciens pensent à la force forte. En 2022, les annonces se sont accélérées. 3 nouvelles particules exotiques dans un seul rapport. Un pentaquark contenant un quark étrange, le premier de son genre. Une paire de tétraquarks, l'un avec une charge électrique double et l'autre neutre, apparaissant ensemble dans la même désintégration. La signification statistique était écrasante. 15 sigma pour le pentaquark, 6 sigma pour les tétraquarks. Ce n'était pas du bruit aléatoire, c'étaient de vrais objets. Mais que sont-ils exactement? 2 modèles rivalisent. Dans l'un, les quarks se lient étroitement ensemble en un seul objet compact. Dans l'autre, la particule ressemble plus à une molécule. 2 hadrons ordinaires tenus vaguement ensemble par la force forte résiduelle. Pas complètement fusionnés, mais pas non plus entièrement séparés. La réponse compte. Comprendre comment les quarks se lient aide à expliquer la force forte elle-même, l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Cela aide aussi les physiciens à calculer ce qui devrait se passer dans des environnements extrêmes comme les noyaux des étoiles à neutrons ou les premiers instants après le Big Bang. Plus de 60 nouveaux hadrons ont été découverts au LHC. La plupart sont des états exotiques jamais observés auparavant. Le zoo des particules s'agrandit. Et parmi ces nouveaux arrivants, les scientifiques ont trouvé quelque chose qui a connecté la mécanique quantique avec des énergies jamais testées auparavant. 2 particules intriquées à travers l'espace-temps, se comportant comme une seule. L'intrication quantique est l'un des phénomènes les plus étranges de la physique. Quand 2 particules s'intriquent, leurs propriétés deviennent liées. Mesurez l'une et vous savez instantanément quelque chose sur l'autre. Peu importe à quelle distance elles sont l'une de l'autre. Einstein appelait cela l'action fantôme à distance. Il ne croyait pas que cela pouvait être réel. Mais c'est réel. Des expériences ont confirmé l'intrication d'innombrables fois, en utilisant des photons, des électrons et des atomes. Les particules se comportent comme un seul système, même quand elles sont séparées par des kilomètres. Le prix Nobel de physique en 2022 a été décerné spécifiquement pour des expériences prouvant que l'intrication est vraie et que des variables cachées ne peuvent pas l'expliquer. Cependant, toutes les expériences précédentes se déroulaient à basse énergie. Des montages de tables, des lasers, des cristaux et des atomes froids. Les effets quantiques étaient subtils, confinés, sûrs. Personne n'avait observé l'intrication aux énergies violentes d'un collisionneur de particules. Jusqu'en 2023, la collaboration Atlas au CERN a annoncé qu'ils avaient détecté l'intrication quantique entre des quarks top. Ce sont les particules fondamentales connues les plus lourdes. Chacun pèse à peu près autant qu'un atome d'or entier. Ils ne sont créés que dans les collisions les plus extrêmes. Les quarks top sont aussi instables. Ils se désintègrent en moins d'un billionième de seconde. Il n'y a pas le temps pour eux d'interagir avec d'autres particules ou d'échanger des informations. Leurs propriétés quantiques doivent être mesurées à travers les débris qu'ils laissent derrière eux. L'expérience s'est concentrée sur des paires de quarks top produits lors de collisions de protons. En mesurant les angles entre les produits de désintégration, les physiciens ont pu déduire les états de spin des quarks originaux. Si les spins étaient corrélés d'une manière spécifique, cela prouverait l'intrication. Le résultat a dépassé 5 sigma. L'intrication était confirmée. L'échelle d'énergie était stupéfiante, plus d'1 billion de fois plus élevée que les expériences d'intrication précédentes. Les particules avaient été créées dans des conditions qui n'ont existé qu'1 billionième de seconde après le Big Bang. La collaboration CMS a répliqué la découverte avec ses propres données. Ils sont allés encore plus loin
examinant des paires de quarks se déplaçant à des vitesses relatives élevées, où la communication classique entre particules serait impossible même à la vitesse de la lumière. L'intrication tenait toujours. Cela compte pour plus que la simple confirmation de la mécanique quantique. Les techniques utilisées pour détecter l'intrication au LHC pourraient être appliquées à la recherche de nouvelles physiques. Toute déviation par rapport aux corrélations de spin prédites suggérerait des particules ou des forces inconnues interférant avec le système. Jusqu'à présent, aucune déviation n'a été trouvée. Le modèle standard continue de décrire la réalité aux plus hautes énergies que nous pouvons tester. La mécanique quantique reste intacte. L'intrication fonctionne exactement comme les mathématiques disent qu'elle devrait, même dans l'environnement le plus violent que les humains peuvent créer. Mais confirmer de vieilles théories n'a jamais été le but principal. Le CERN existe pour trouver ce qui se trouve au-delà, et dans les différences subtiles entre matière et antimatière, les scientifiques ont trouvé un indice qui pourrait expliquer pourquoi l'univers existe du tout. Le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière. Chaque équation, chaque principe de symétrie, chaque loi fondamentale pointe vers un équilibre parfait. Quand l'énergie se convertit en matière, elle crée des paires. Une particule, une antiparticule, toujours égales. Pourtant, regardez autour de vous. Tout est matière. L'air que vous respirez, les étoiles au-dessus, les galaxies les plus lointaines, la matière a gagné, l'antimatière a perdu. La symétrie est minuscule. Pour chaque milliard de particules d'antimatière créées pendant le Big Bang, il y avait 1 milliard et une particule de matière. Ce petit excédent est tout ce qui a survécu à l'annihilation mutuelle. Tout ce que vous voyez dans l'univers provient de cette particule sur 1 milliard. Quelque chose a brisé la symétrie. Les physiciens appellent cela la violation CP. C représente la conjugaison de charges, l'échange de particules contre des antiparticules. P représente la parité. Regardez l'image miroir d'un processus. Si la physique est parfaitement symétrique, alors retourner à la fois la charge et la parité devrait donner des résultats identiques. Mais ce n'est pas le cas. En 1964, des expériences ont montré que certaines particules se désintègrent légèrement différemment de leurs antiparticules. L'effet était petit, mais réel. La violation CP existe dans le modèle standard, encodé dans les mathématiques du mélange des quarks. La question est de savoir si la violation CP connue suffit à expliquer l'asymétrie matière-antimatière. La plupart des physiciens disent non. L'effet du modèle standard est trop faible, de plusieurs ordres de grandeur. Quelque chose d'autre doit se passer. Le CERN cherche. L'expérience LHCb se spécialise dans l'étude de la violation CP. Elle examine les désintégrations de particules contenant des quarks bottom et charme, cherchant de minuscules différences entre les versions de matière et d'antimatière. En 2025, la collaboration a annoncé une percée. Pour la première fois, ils ont observé la violation CP dans les baryons. Les baryons sont des particules comme les protons et les neutrons, composées de 3 quarks. Auparavant, la violation CP n'avait été confirmée que dans les mésons, qui contiennent 2 quarks. La mesure impliquait 2 types de particules contenant des quarks bottom. En comparant à quelle fréquence elles se désintégraient par différentes voies, les physiciens ont détecté une asymétrie. Cela ne résout pas le mystère. La violation CP observée est encore trop petite pour expliquer pourquoi la matière domine l'univers. Mais cela confirme que les baryons se comportent différemment de leur contrepartie d'antimatière. Plus de canaux restent à explorer. Chaque nouvelle mesure contraint les possibilités. Chaque nouvelle confirmation des prédictions du modèle standard pousse l'inconnu plus loin dans les coins. Si le modèle standard ne peut pas expliquer l'asymétrie, une nouvelle physique doit exister, et la nouvelle physique signifierait de nouvelles particules, de nouvelles forces, de nouvelles interactions qui se sont cachées jusqu'à présent de chaque expérience. L'univers est fait de matière parce que quelque chose que nous ne comprenons pas l'a rendu ainsi. Trouver ce quelque chose
est la raison pour laquelle le CERN continue de faire entrer des particules en collision. Mais la matière que nous voyons n'est qu'une fraction de ce qui existe. La majeure partie de l'univers est invisible. Tout ce que le grand collisionneur de Hadron étudie, chaque proton, chaque quark, chaque boson de Higgs, tout cela ensemble ne représente qu'environ 5% de l'univers. 5%. Le reste est sombre. Pas sombre comme distant ou faible. Sombre comme indétectable par tout instrument jamais construit. De la matière qui n'émet pas de lumière, n'absorbe pas de lumière, n'interagit pas avec la matière normale, sauf par la gravité. Nous savons qu'elle existe à cause de la façon dont les galaxies bougent. Dans les années 70, l'astronome Vera Rubin a mesuré les vitesses de rotation des étoiles dans des galaxies lointaines. Les étoiles au bord auraient dû se déplacer plus lentement que les étoiles près du centre, tout comme les planètes extérieures orbitent plus lentement que les intérieures. C'est ainsi que fonctionne la gravité avec la matière visible. Mais les étoiles extérieures se déplaçaient trop vite, beaucoup trop vite. La seule explication était de la matière invisible tirant sur les étoiles par la gravité, mais restant autrement indétectable. La matière noire est confirmée par de multiples observations indépendantes. Les lentilles gravitationnelles, où la lumière se courbe autour de matière invisible, le fond diffus cosmologique, où de minuscules variations de température révèlent la structure de l'univers primitif, la formation des galaxies qui ne pourraient pas se produire sans des graines de matière noire. Les preuves sont écrasantes. Il y a quelque chose là-bas, mais personne ne sait quoi. Les physiciens des particules ont proposé de nombreux candidats. Les particules massives à faible interaction, les WIMP, étaient la théorie dominante pendant des décennies. Des particules lourdes qui n'interagissent que par la gravité et la force faible. Des vestiges du Big Bang, comme des reliques cosmiques. Le CERN a cherché des WIMP. S'ils existent et ont les bonnes propriétés, ils devraient occasionnellement être produits dans des collisions à haute énergie. Ils s'échapperaient des détecteurs sans interagir, créant des événements avec de l'énergie manquante. Aucun événement de ce type n'a été trouvé. La recherche continue. D'autres candidats restent possibles. Les actions des particules légères hypothétiques proposées à l'origine pour résoudre un autre problème. Les neutrinos stériles, des cousins des neutrinos ordinaires qui ne ressentent pas la force faible. Les trous noirs primordiaux, formés avant les premières étoiles. L'énergie sombre est encore plus étrange. En 1998, des astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers accélère. Quelque chose pousse l'espace à se séparer de plus en plus vite. Ce quelque chose a été nommé énergie sombre. Mais le nom cache notre ignorance. Personne ne sait ce que c'est. L'énergie sombre représente environ 68% de l'univers. La matière noire encore 27%. La matière ordinaire, les atomes, les particules et tout ce que nous pouvons toucher remplit les 5% restants. Le CERN ne peut pas étudier l'énergie sombre directement. Les énergies impliquées sont bien en dessous de ce que les accélérateurs peuvent sonder. Mais si la matière noire est faite de particules, il y a une chance que le LHC puisse les produire. Chaque collision est un billet de loterie. Chaque jet de débris est examiné pour des traces de quelque chose qui s'échappe, quelque chose d'invisible, quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, la recherche est restée vaine. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Les particules pourraient être plus légères que prévu, plus lourdes que prévu, interagir par des forces que nous n'avons pas imaginées. La chasse continue. Et tandis que les physiciens cherchaient ce qu'ils ne peuvent pas voir, ils ont aussi recréé quelque chose qui n'a pas existé depuis presque 14 milliards d'années. Un mois chaque année, le grand collisionneur de Hadron change de régime. Au lieu de protons, il accélère des noyaux de plomb. Des ions lourds contenant 82 protons et 126 neutrons. Chacun dépouillé de tous ses électrons est poussé presque à la vitesse de la lumière. Quand ces noyaux de plomb entrent en collision,
Le résultat est différent de tout ce que la machine produit autrement. La densité d'énergie est si extrême que les protons et les neutrons fondent. Les quarks et les gluons qui restent normalement enfermés à l'intérieur des hadrons se libèrent. Ils forment un nouvel état de la matière, quelque chose qui n'a pas existé naturellement depuis la première microseconde après le Big Bang. Les physiciens l'appellent le plasma quark-gluon. Imaginez une soupe, pas une soupe de molécules ou d'atomes, mais une soupe des constituants fondamentaux de la matière. Des quarks flottant librement, interagissant avec des gluons, se comportant comme un fluide collectif plutôt que comme des particules individuelles. Ce plasma est la substance la plus chaude que les humains aient jamais créée. Les températures dépassent plusieurs milliers de milliards de degrés, plus chaudes que le noyau de n'importe quelle étoile par un facteur de 100 000, si chaudes que la force forte, qui normalement lie les quarks en protons et neutrons, perd temporairement sa prise. Le détecteur ALICE a été construit spécifiquement pour étudier ce plasma. Son nom signifie « A Large Ion Collider Experiment ». Tandis que d'autres détecteurs cherchent des événements rares et de nouvelles particules, ALICE analyse les propriétés en masse de milliers de particules produites simultanément. Ce qu'ils ont trouvé a surpris tout le monde. Le plasma quark-gluon se comporte comme un fluide presque parfait. Il s'écoule avec une viscosité presque nulle, ce qui signifie que la friction interne est aussi basse que la physique le permet. C'était inattendu. Les théoriciens avaient prédit un état semblable à un gaz, des particules entrant en collision de façon chaotique sans comportement collectif. Au lieu de cela, le plasma se déplace comme de l'eau. Des ondulations et des vagues s'y propagent. Des motifs émergent, qui révèlent la géométrie initiale de la collision. Comprendre ce plasma aide à expliquer l'univers primitif. Dans la première microseconde après le Big Bang, tout le cosmos était rempli de plasma quark-gluon. À mesure que l'espace s'étendait et que les températures baissaient, le plasma s'est refroidi. Les quarks et les gluons se sont condensés en protons et neutrons. Ces protons et neutrons ont finalement formé l'hydrogène et l'hélium, la matière première des premières étoiles. Chaque atome de votre corps a traversé cette phase. L'oxygène que vous respirez, le carbone dans vos cellules, le fer dans votre sang, tout cela a été un jour du plasma quark-gluon. Le LHC permet aux scientifiques d'étudier directement ces premiers instants. Les expériences ont aussi révélé des connexions inattendues. Le plasma produit plus de quarks étranges que ce que les modèles simples prédisaient. Des particules contenant des quarks étranges apparaissent en nombres élevés, suggérant que l'environnement du plasma favorise leur création. Il y a aussi des indices de comportement collectif dans des collisions plus petites. Même les événements proton-proton montrent parfois des motifs d'écoulement similaires aux collisions d'ions lourds, comme si de minuscules gouttelettes de plasma se formaient et s'évaporaient presque instantanément. La frontière entre matière normale et matière exotique est plus floue que quiconque ne s'y attendait. Chaque année apporte de nouvelles données. Chaque année pousse la compréhension plus profondément dans les premiers instants de la création. Mais des mystères encore plus profonds attendaient. Des événements rares qui nécessitaient des milliers d'années de collisions accumulées pour être observés. Certains événements aux grands collisionneurs de hadrons sont courants. Des protons qui se dispersent, des quarks qui jaillissent, des jets de particules qui inondent les détecteurs des milliards de fois par jour. D'autres événements sont rares, si rares que même avec 600 millions de collisions par seconde, ils peuvent ne se produire que quelques fois par an. Les physiciens doivent attendre, ils doivent accumuler des données, ils doivent passer au crible des milliers de milliards d'événements pour trouver l'aiguille dans la botte de foin. La désintégration du boson de Higgs en une paire de muons est l'une de ces aiguilles. Le Higgs peut se désintégrer de nombreuses façons. En quarks bottom dans environ 58% des cas. En boson W dans environ 21%. En paire de particules tau dans environ 6%. Ces modes de désintégration ont tous été observés et mesurés.
Mais la désintégration en muons est bien plus rare. Seulement environ 0,02% des bosons de Higgs empruntent cette voie. Le signal est enfoui sous le bruit de fond. D'autres processus produisent des paires de muons bien plus souvent que le Higgs. Extraire le signal a nécessité de l'ingéniosité. Les physiciens ont développé de nouvelles techniques d'analyse. Des algorithmes d'apprentissage automatique entraînés sur des données simulées ont appris à reconnaître les signatures subtiles des désintégrations du Higgs. Des méthodes statistiques avancées ont extrait chaque goutte d'information des mesures. En 2020, Atlas a annoncé les premières preuves. Le signal a dépassé 3 sigma. Fort, mais pas définitif. CMS a trouvé des résultats similaires. Les indices étaient là, mais la confirmation nécessitait plus de données. D'ici 2024, les résultats combinés ont atteint le seuil de la découverte. La mesure compte parce qu'elle révèle comment le boson de Higgs interagit avec les fermions de deuxième génération. Le muon est la particule la plus lourde de la deuxième génération. Son couplage au Higgs devrait suivre un motif précis basé sur sa masse. Si le couplage était différent de ce qui était attendu, cela indiquerait une nouvelle physique. Peut-être que le Higgs n'est pas seul. Peut-être que d'autres particules contribuent à la masse de façon que le modèle standard ne décrit pas. Jusqu'à présent, la mesure correspond à la prédiction. Mais la précision continue de s'améliorer. Chaque nouvel ensemble de données réduit l'incertitude. Chaque amélioration de l'analyse affine l'image. Une histoire similaire s'est déroulée avec une autre désintégration rare. Le Higgs se transformant en un boson Z et un photon. Ce processus est encore plus supprimé, se produisant dans moins d'un dixième de % des désintégrations. Des preuves de ce canal sont apparues en 2022. L'observation complète reste un objectif pour les prochaines campagnes. Ces désintégrations rares testent le modèle standard à ses points les plus fins. Elles sondent les boucles quantiques où des particules virtuelles surgissent à l'existence et en disparaissent. Toute divergence pourrait révéler des particules trop lourdes pour être produites directement, mais assez légères pour affecter les mathématiques. Des milliers d'années de temps de collision équivalents se sont accumulés dans les détecteurs. Les échantillons grossissent, les mesures s'affinent, et avec chaque amélioration, le nœud coulant se resserre autour de toute nouvelle physique qui pourrait se cacher. Mais la nouvelle physique se cache bien. Ce qui soulève une question troublante. Si le modèle standard continue de fonctionner, qu'est-ce que cela dit de l'univers dans lequel nous vivons? Le boson de Higgs a une masse d'environ 125 milliards d'électronvolts. Ce nombre n'est pas aléatoire. Il n'était pas garanti. En principe, la masse aurait pu être presque n'importe quoi, plus élevée, plus basse, différente d'un facteur 2 ou 10 ou 1000. Mais la valeur spécifique que nous avons mesurée a des implications troublantes. La masse du Higgs, combinée à la masse du quark top, détermine si le vide est stable. En théorie quantique des champs, le vide n'est pas vide. C'est l'état de plus basse énergie de tous les champs qui remplissent l'espace. Le champ de Higgs repose dans son potentiel comme une balle au fond d'une vallée. De petites perturbations font osciller la balle un peu, mais elle revient toujours au point le plus bas, à moins que la vallée n'ait une falaise cachée. Si la forme du potentiel de Higgs change à des valeurs de champ très élevées, il pourrait exister un minimum plus profond. Le vide actuel serait un faux vide, un minimum local plutôt que le véritable fond. La mécanique quantique permettrait au champ de tunneler à travers la barrière, comme une balle qui apparaît soudain de l'autre côté d'un mur. Si cela arrive, une bulle de vrai vide se crée. À l'intérieur de la bulle, la physique change. Le champ de Higgs prend une nouvelle valeur. Les masses des particules changent. Les forces entre atomes changent. La bulle s'étend à la vitesse de la lumière, détruisant tout ce qu'elle touche. Notre vide est-il stable ou métastable? La réponse dépend de mesures précises. Les données actuelles nous placent très près de la frontière. Les valeurs centrales suggèrent la métastabilité, un vide qui pourrait se désintégrer, mais avec une durée de vie bien plus longue que l'âge de l'univers.
ce n'est pas une raison de s'inquiéter immédiatement. Même si le vide était métastable, la probabilité de désintégration dans notre univers observable au cours des prochains milliards d'années est négligeable. Mais cela soulève des questions profondes. Pourquoi l'univers se trouve-t-il si près du bord? Est-ce un hasard? Est-ce un signe de nouvelle physique qui stabilise le vide à des énergies plus élevées? Le multivers sélectionne-t-il des vides qui durent assez longtemps pour produire des observateurs? Mesurer l'autocouplage du Higgs aidera à répondre à ces questions. Si le couplage correspond exactement au modèle standard, la conclusion de métastabilité se renforce. S'il dévie, il peut exister de nouvelles particules ou interactions qui changent le comportement à haute énergie du potentiel. Dans un cas comme dans l'autre, nous apprendrons quelque chose de profond. L'univers dans lequel nous vivons pourrait être en équilibre sur le fil du rasoir, entre l'existence éternelle et l'annihilation soudaine. Le champ de Higgs qui donne leur masse aux particules pourrait aussi être capable d'effacer tout. Cela semble alarmiste. Ce n'est pas censé être réconfortant. Mais il est aussi vrai que la physique a toujours révélé des faits inconfortables sur notre situation. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Les étoiles ne sont pas éternelles. Le cosmos finira par se refroidir et s'assombrir. Ajouter une autre couche d'incertitude existentielle ne change rien à la vie quotidienne. Mais cela change tout sur la façon dont nous comprenons la réalité. Et la réalité continue de révéler de nouvelles couches. Imaginez un sombrero, un chapeau avec un centre surélevé et un bord qui se courbe vers le bas tout autour. Retournez ce chapeau à l'envers. Maintenant, vous avez une forme qui ressemble au potentiel de Higgs. Au centre, un sommet. Autour du sommet, une vallée circulaire à une énergie plus basse. N'importe où le long du fond de cette vallée est également stable. Le champ de Higgs peut pointer dans n'importe quelle direction autour du cercle et trouver la même énergie minimale. C'est ce qu'on appelle la brisure spontanée de symétrie. Les équations originales sont parfaitement symétriques. Rien ne privilégie une direction plutôt qu'une autre. Mais le champ doit choisir. Il doit s'installer quelque part dans la vallée. Dès qu'il choisit, la symétrie est brisée. La direction vers laquelle il pointe devient spéciale. Ce choix a donné leur masse aux particules. Avant la brisure de symétrie, dans le premier billionième de seconde après le Big Bang, l'univers était symétrique. La force électromagnétique et la force nucléaire faible étaient unifiées en une seule force électrofaible. Toutes les particules n'avaient pas de masse. Tout se déplaçait à la vitesse de la lumière. Puis, la température a baissé. À mesure que l'univers refroidissait, le champ de Higgs a roulé dans sa vallée. La symétrie s'est brisée. La force électrofaible s'est divisée en électromagnétisme et force faible. Les particules qui interagissaient avec le Higgs ont acquis une masse. Celles qui n'interagissaient pas, comme le photon, sont restées sans masse. La forme du potentiel en chapeau mexicain contrôle tout cela. Si le pic au centre était plus haut ou plus bas, la quantité de brisure de symétrie changerait. Les masses des particules se décaleraient. La chimie qui permet la vie échouerait. Les étoiles pourraient ne pas brûler. Les atomes pourraient ne pas se former. Mesurer l'autocouplage du Higgs nous dit la courbure exacte du chapeau. Quelle est la pente du pic central? Quelle est la profondeur de la vallée? Comment la forme s'étend-elle au-delà du fond de la vallée à des valeurs de champ que nous ne pouvons pas sonder directement? Ces questions connectent la physique des particules à la cosmologie. La forme du potentiel a influencé l'inflation, l'expansion rapide de l'univers primitif. Elle affecte la nature de la transition de phase électrofaible, le moment où la symétrie s'est brisée. Elle affecte ce qui se passe si l'univers atteint à nouveau des conditions extrêmes, peut-être lors de l'effondrement d'étoiles ou de collisions de trous noirs. Tout revient au chapeau. Le CERN ne peut pas voir directement toute la forme. Les énergies requises sont bien au-delà de toute machine. Mais en étudiant le boson de Higgs et ses interactions, les physiciens peuvent déduire la courbure locale.
Ils peuvent contraindre les modèles. Ils peuvent éliminer des possibilités. Les données actuelles suggèrent que le chapeau est suffisamment peu profond pour que le vide puisse être métastable. Le pic est juste assez haut pour nous garder dans la vallée, mais pas assez haut pour que nous soyons en sécurité pour toujours. Une nouvelle physique pourrait changer la forme. Des partenaires supersymétriques, s'ils existent, ajouteraient des contributions qui stabilisent le potentiel. Des particules de Higgs supplémentaires changeraient la courbure. Des interactions avec la matière noire pourraient remodeler tout le paysage. Trouver quoi que ce soit de tout cela révélerait à quoi ressemble vraiment le chapeau. Et si le chapeau a des caractéristiques cachées, elle pourrait expliquer des mystères que nous n'avons pas encore imaginés. La recherche de ces caractéristiques nécessite des machines plus grandes. Le Grand Collisionneur de Hadrons est en service depuis 2008. Il a découvert le boson de Higgs. Il a confirmé l'intrication quantique à des énergies extrêmes. Il a trouvé des dizaines de particules exotiques et testé le modèle standard avec une précision sans précédent. Mais il a des limites. Le tunnel fait 17 km de tour. Les aimants ne peuvent pas être beaucoup plus puissants avec la technologie actuelle. L'énergie ne peut pas augmenter significativement sans construire quelque chose de nouveau. Le CERN planifie quelque chose de nouveau. Le futur collisionneur circulaire serait 4 fois plus grand. Un tunnel de presque 100 km de circonférence, creusé sous les montagnes du Jura et le lac Léman. Il commencerait comme un collisionneur électron-positron produisant des bosons de Higgs avec une précision extraordinaire. Plus tard, il serait amélioré en collisionneur de hadrons avec des énergies de collision de 100 000 milliards d'électronvolts, 7 fois plus puissants que la machine actuelle. Les gains de précision de la phase électron-positron seraient immédiats. Les électrons et positrons sont des particules fondamentales. Quand ils entrent en collision, toute leur énergie va dans la création de nouvelles particules. Il n'y a pas de quark résiduel, pas de jet de débris, pas de fond chaotique. Cette pureté permet des mesures que les collisionneurs de hadrons ne peuvent pas atteindre. Les couplages du boson de Higgs pourraient être mesurés avec une précision d'1% ou mieux. Toute déviation par rapport au modèle standard ressortirait clairement. Si le Higgs cache des secrets, le futur collisionneur circulaire les révélerait. La phase hadronique ultérieure explorerait un territoire inexploré. À 100 000 milliards d'électronvolts, des particules trop lourdes pour le LHC pourraient être produites directement. Des partenaires supersymétriques, s'ils existent dans la bonne plage de masse, apparaîtraient. De nouveaux bosons de jauge prédits par des théories étendant le modèle standard pourraient être découverts. La machine améliorerait aussi la recherche de candidats à la matière noire. Si des particules faiblement interagissantes existent avec des masses dans la bonne plage, elles apparaîtraient comme de l'énergie manquante. Des taux de collision plus élevés rendraient les événements rares plus courants. Mais le projet fait face à des défis. Les coûts sont estimés à plus de 20 milliards de dollars. La construction prendrait des décennies. Le creusement du tunnel lui-même est un projet de construction massif, traversant différentes couches de roches et passant sous des masses d'eau. Certains physiciens soutiennent que l'argent serait mieux dépensé dans des expériences plus petites et plus ciblées. D'autres croient que le potentiel de découverte justifie l'investissement. Le débat continue dans les comités scientifiques et les agences de financement du monde entier. Ce qui est certain, c'est que la machine actuelle ne durera pas éternellement. La mise à niveau vers le LHC à haute luminosité augmentera les taux de collision à partir de 2029. Cela étendra la portée physique pour une autre décennie. Mais finalement, les rendements décroissants s'installeront. La même énergie ne peut révéler qu'un nombre limité de choses. Pour aller plus loin, vous avez besoin de plus d'énergie. Le futur collisionneur circulaire la fournirait. Ou peut-être un autre design, un collisionneur de muons qui atteint de hautes énergies dans un anneau plus petit. La technologie est moins mature, mais l'argument physique est convaincant. D'une façon ou d'une autre, l'humanité construira une plus grande machine. Les questions l'exigent. L'univers refuse de livrer facilement ses secrets.
et la plus grande question de toutes, reste sans réponse. Qu'est-ce qui se brisera en premier? Notre compréhension ou les équations qui nous ont guidés jusqu'ici? Au plus profond des mathématiques de la physique théorique, il existe une particule qu'aucune expérience n'a jamais vue. Elle ne porte aucune charge électrique. Elle n'a pas de charge de couleur. Elle interagit à peine avec quoi que ce soit dans le modèle standard. Pourtant, elle pourrait être partout. Les physiciens l'appellent le photon sombre. Le photon ordinaire transmet l'électromagnétisme. Il porte la force entre les particules chargées. Chaque fois que vous voyez la lumière, sentez la chaleur ou regardez un aimant attiré du fer, les photons sont responsables. Le photon sombre ferait la même chose, mais pour un secteur caché. Imaginez un monde parallèle de particules qui n'interagissent pas avec nos forces habituelles. Pas d'attraction électromagnétique, pas de liaison nucléaire forte, pas de désintégration faible. Seule la gravité nous relie, et la gravité est trop faible pour détecter des particules individuelles. Mais il pourrait y avoir un pont. Le photon sombre pourrait se mélanger avec le photon ordinaire à travers un effet quantique appelé mélange cinétique. Le mélange serait minuscule, supprimé par des facteurs de 1000 ou 1 million ou plus. Mais il ne serait pas nul. Si les photons sombres existent et se mélangent avec les photons normaux, ils pourraient expliquer la matière noire. Le secteur sombre pourrait contenir ses propres particules, ses propres forces, sa propre complexité, des atomes sombres, une chimie sombre, des structures sombres maintenues ensemble par un électromagnétisme sombre. Tout invisible pour nous, sauf pour le tirage gravitationnel que nous observons dans les galaxies. Le CERN a cherché des photons sombres. La signature serait distinctive. Une collision produit de l'énergie qui semble disparaître. L'énergie manquante pourrait être emportée par un photon sombre s'échappant du détecteur sans déclencher aucun capteur. Alternativement, le photon sombre pourrait se désintégrer en particules ordinaires. S'il vit assez longtemps, il parcourrait une certaine distance avant de se désintégrer, créant un vertex déplacé qui apparaît loin du point de collision. Aucune de ces signatures n'a été trouvée. Les recherches ont établi des limites. Les photons sombres, s'ils existent, doivent avoir certaines propriétés. Leur mélange avec les photons ordinaires doit être inférieur à des valeurs spécifiques. Leurs masses doivent se situer en dehors de certaines plages. Mais un vaste espace de paramètres reste inexploré. L'expérience Phaser, installée dans un tunnel latéral près d'Atlas, chasse spécifiquement les particules à longue durée de vie qui s'échappent du détecteur principal. Les photons sombres sont parmi ces cibles. L'expérience SHIP, prévue pour l'avenir, pousserait la sensibilité encore plus loin. D'autres théories ont proposé différentes connexions entre matière sombre et visible. Les actions, inventées à l'origine pour résoudre un autre problème, pourraient aussi constituer la matière noire. Les neutrinos stériles, des partenaires hypothétiques des neutrinos connus, sont un autre candidat. Toutes ces particules partagent une caractéristique commune. Elles interagissent si faiblement que les trouver nécessite soit d'énormes ensembles de données, soit des détecteurs extraordinairement sensibles. Le CERN fournit les ensembles de données. Les expériences spécialisées fournissent la sensibilité. La recherche est méthodique. Chaque résultat nul élimine des possibilités. Chaque amélioration technique ouvre de nouvelles fenêtres. Finalement, soit quelque chose apparaîtra dans les données, soit l'espace des paramètres rétrécira jusqu'à ce que les théories deviennent insoutenables. Le photon sombre peut être réel, ou il peut être un mirage mathématique, une solution aux équations que la nature a choisi de ne pas implémenter. Les deux réponses nous apprennent quelque chose. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ce n'est pas une méditation poétique. C'est un problème scientifique sans solution. Le Big Bang a créé matière et énergie. L'espace et le temps ont émergé. L'univers s'est étendu d'un état chaud et dense au vaste cosmos froid que nous voyons aujourd'hui. Mais pourquoi cela s'est-il produit?
Qu'est-ce qui a causé les conditions initiales? Qu'est-ce qui a déterminé les lois qui gouvernent tout? La physique peut décrire l'évolution de l'univers à partir d'une fraction de seconde après le Big Bang. Elle peut calculer comment les particules se sont formées, comment les atomes se sont assemblés, comment les étoiles se sont allumées, comment les galaxies se sont regroupées. La physique ne peut pas expliquer pourquoi le Big Bang a eu lieu. Le modèle standard prend les lois comme données. Certaines particules existent. Elles ont certaines masses. Elles interagissent par certaines forces. Les équations fonctionnent. Les prédictions correspondent. Mais les équations ne s'expliquent pas elles-mêmes. Pourquoi ces particules? Pourquoi ces masses? Pourquoi ces forces? Certains physiciens font appel au multivers. Peut-être que toutes les lois possibles sont réalisées quelque part. Nous observons les lois que nous observons parce qu'elles permettent aux observateurs d'exister. D'autres univers avec d'autres lois n'ont personne pour poser la question. Ce n'est pas satisfaisant pour tout le monde. Cela ressemble à un abandon. Cela remplace un mystère par un nombre infini de mystères. D'autres espèrent une théorie plus profonde, un principe qui déterminerait tout de manière unique, une structure mathématique si belle et inévitable que les lois n'auraient pas pu être autrement. Aucune telle théorie n'a été trouvée. La théorie des cordes était candidate pendant des décennies. Elle promettait d'unifier toutes les forces et d'expliquer tous les paramètres. Mais il s'est avéré qu'elle avait un nombre énorme de solutions possibles. Le paysage des vides de cordes contient plus de possibilités qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Nous en revenons à la question « Pourquoi ce vide? Pourquoi cette solution? Pourquoi cet univers ?» Le CERN ne peut pas répondre à ces questions directement. Mais chaque mesure contraint les possibilités. Chaque découverte réduit l'éventail des théories viables. Chaque confirmation du modèle standard nous dit ce qu'une théorie plus profonde doit reproduire. Les physiciens qui font entrer des particules en collision ne cherchent pas seulement de nouvelles particules. Ils cartographient les frontières de la connaissance humaine. Quelque part, au-delà de ces frontières, se trouve la réponse. Ou peut-être la réponse est qu'il n'y a pas de réponse. L'univers existe, simplement. L'existence ne nécessite pas de justification. Les deux possibilités sont profondes. Chaque matin, des physiciens au CERN vérifient les données. Ils parcourent des graphiques et des histogrammes. Ils comparent les observations aux prédictions. Ils cherchent cette chose unique qui ne colle pas. La plupart des jours, tout colle. Le modèle standard tient. Les mesures correspondent aux calculs. Les recherches ne trouvent rien. Le monde continue comme prévu. Mais un jour, quelque chose sera différent. Une bosse dans une distribution là où aucune bosse ne devrait être. Un excès d'événements dans un canal qui devrait être vide. Une mesure qui dévie de la prédiction par plus que ce que le hasard statistique permet. Ce sera la fissure. Le premier signe que notre compréhension est incomplète. Le fil qui, une fois tiré, démêlera toute la structure de la physique connue. Cela peut venir du boson de Higgs, un couplage qui ne correspond pas, un mode de désintégration qui viole les attentes, une particule partenaire cachée juste au-delà de la portée actuelle. Cela peut venir de la matière noire, une signature d'énergie manquante qui ne peut pas être expliquée. Une particule s'échappant du détecteur qui laisse juste assez de traces pour être identifiée. Cela peut venir de quelque chose que personne n'a prédit. Une nouvelle force, une nouvelle symétrie, une nouvelle dimension de l'espace. Quelque chose de si inattendu que les théories actuelles n'ont pas de nom pour cela. La fissure arrive. La physique le garantit. Le modèle standard ne peut pas être final. Il n'inclut pas la gravité. Il n'explique pas la matière noire. Il n'explique pas l'asymétrie matière-antimatière. Il contient trop de nombres arbitraires sans explication plus profonde. Quelque chose de plus fondamental existe. Le CERN est l'instrument qui le trouvera. 17 kilomètres de tunnels. Des milliers de scientifiques. Des milliers de milliards de collisions. Tout concentré sur un seul objectif. Trouver la fissure qui démêlera tout ce que nous savons. La recherche dure depuis des décennies. Elle continuera pendant des décennies encore.
Et quand la fissure apparaîtra finalement, quand les données montreront quelque chose d'impossible, quand les équations échoueront et que les théories s'effondreront, ce sera le plus grand jour de l'histoire de la physique. Parce que trouver ce qui se brise est le seul moyen de découvrir ce qui est vraiment réel. L'univers a gardé ses secrets pendant 14 milliards d'années. Nous approchons. En 4 points autour de l'anneau de 17 km, les faisceaux de particules se croisent. Ces points de croisement sont entourés de machines si grandes qu'elles dépassent tout ce que les humains ont jamais construit pour la science. Atlas en est un. Le détecteur se dresse sur 7 étages de haut et s'étend sur la moitié d'un terrain de football. Il pèse 7000 tonnes, plus que la Tour Eiffel, plus que 100 avions de ligne entièrement chargés. Pourtant, il mesure des particules plus petites que des atomes avec une précision plus fine qu'un cheveu humain. Le nom signifie atoroïdal, LHC, apparatus. La partie toroïdale fait référence aux aimants massifs qui courbent les particules chargées lorsqu'elles s'éloignent des collisions. En mesurant combien chaque particule se courbe, les physiciens déterminent son impulsion. Le détecteur est construit en couches comme un oignon. La couche la plus interne suit les particules les plus proches du point de collision. Des capteurs en silicium disposés en cylindres et disques enregistrent les trajectoires des particules chargées avec une précision micrométrique. Des milliards de canaux de capteurs envoient des données aux ordinateurs qui reconstruisent les trajectoires. Autour du trajectographe se trouve le calorimètre. Cette couche arrête les particules et mesure leur énergie. Les électrons et les photons déposent leur énergie dans la section électromagnétique. Les hadrons pénètrent plus profondément dans la section hadronique. Au moment où les particules atteignent le bord extérieur, presque rien ne s'échappe, sauf les muons. Les muons sont assez lourds pour traverser le calorimètre sans s'arrêter. La couche la plus externe d'Atlas est entièrement dédiée à les attraper. Des chambres remplies de gaz détectent les traces d'ionisation que les muons laissent derrière eux. Les aimants toroïdaux courbent leur trajectoire, permettant des mesures d'impulsion même au bord du détecteur. CMS utilise une approche différente. Le solénoïde compact à muons est plus petit qu'Atlas, mais plus lourd, 14 000 tonnes, entassé dans un cylindre d'environ 15 mètres de long. Le mot compact est relatif. Là où Atlas utilise des aimants toroïdaux, CMS utilise un solénoïde. Une seule bobine supraconductrice génère un champ magnétique 100 000 fois plus fort que celui de la Terre. Ce champ courbe les particules à l'intérieur du détecteur, permettant un suivi précis dans un volume plus petit. Les deux détecteurs ont été conçus indépendamment par des collaborations concurrentes. Ils utilisent des technologies différentes, des méthodes d'analyse différentes, des équipes de physiciens différentes. Cette redondance est intentionnelle. Quand les deux détecteurs voient le même signal, il est presque certainement réel. La découverte du boson de Higgs a nécessité les deux. Atlas a trouvé une bosse à 125 milliards d'électronvolts. CMS a trouvé la même bosse. Deux mesures indépendantes, deux confirmations indépendantes. La probabilité que les deux se trompent était infinitésimale. Chaque résultat significatif du CERN suit ce schéma. Les détecteurs fonctionnent en continu quand les faisceaux circulent, collision après collision, heure après heure, année après année. Les capteurs se dégradent sous le rayonnement. Les composants tombent en panne et sont remplacés. Les machines vieillissent, mais continuent de fonctionner. Ce sont les cathédrales de la science, construites non pas pour adorer des dieux, mais pour comprendre la création elle-même. Et cachées dans leur silicium et leur acier, de nouvelles découvertes attendent peut-être déjà. Quand les protons entrent en collision au grand collisionneur de hadrons, les détecteurs enregistrent tout. Trajectoire des particules, dépôt d'énergie, information temporelle. Chaque collision génère environ 1 mégaoctet de données. 600 millions de collisions se produisent chaque seconde. Tout enregistrer est impossible. Le débit de données dépasserait la capacité de stockage totale de la planète en quelques heures.
Donc, les détecteurs font des choix. Les systèmes de déclenchement analysent chaque collision en temps réel. Des circuits matériels plus rapides que n'importe quel ordinateur examinent les données brutes et décident en microsecondes si un événement est intéressant. La plupart des événements sont immédiatement rejetés. Seulement environ 1000 par seconde survivent au premier filtre. Les déclencheurs logiciels examinent les survivants plus attentivement. Des algorithmes reconstruisent les trajectoires des particules et calculent les énergies. Les événements qui pourraient contenir des bosons de Higgs, des particules exotiques ou des signatures inattendues sont préservés. Tout le reste est rejeté. Ce qui reste est encore énorme. Environ 100 pétaoctets de données sont enregistrés chaque année. C'est 100 millions de gigaoctets. Assez pour remplir 20 millions de DVD. Assez pour stocker chaque livre jamais écrit. 1000 fois. Aucun ordinateur individuel ne peut analyser cela. Le CERN a construit la grille de calcul mondiale du LHC, un réseau de plus de 170 centres de calcul dans plus de 40 pays. Les données circulent de Genève vers des laboratoires du monde entier, où des milliers de processus travaillent en parallèle. Le réseau fonctionne en continu. Quand les physiciens en Europe dorment, les physiciens en Asie continuent l'analyse. Quand l'Asie dort, les Amériques prennent le relais. Le calcul ne s'arrête jamais. L'apprentissage automatique a transformé l'analyse. Des réseaux de neurones entraînés sur des données simulées apprennent à reconnaître des motifs indiquant des événements rares. Ils trouvent des bosons de Higgs cachés dans le bruit de fond. Ils identifient des particules exotiques qui échapperaient aux méthodes traditionnelles. Ils extraient des informations de données que les humains ne pourraient jamais traiter. Les algorithmes s'améliorent constamment. Les techniques développées l'année dernière deviennent obsolètes. De nouvelles architectures, de nouvelles méthodes d'entraînement, de nouvelles façons de combiner l'information poussent la sensibilité toujours plus haut. Une découverte qui aurait nécessité une décennie d'analyse il y a 20 ans peut maintenant être faite en quelques mois. Mais les machines ne pensent pas par elles-mêmes. Derrière chaque algorithme se trouve un physicien qui l'a conçu. Derrière chaque résultat se trouve une collaboration qui l'a vérifié. Le réseau amplifie l'intelligence humaine. Il ne la remplace pas. Quelque part dans ces 100 pétaoctets, des motifs attendent d'être découverts. La question est de savoir si nous posons les bonnes questions pour les trouver. Imaginez le matin où cela arrivera. Un doctorant vérifie des graphiques. Une analyse de routine. Les mêmes histogrammes qu'ils ont examinés 100 fois auparavant. Estimation du bruit de fond, région de signal, test statistique. Quelque chose est différent. Une bosse là où aucune bosse ne devrait être. Un excès d'événements a une énergie spécifique. Trop nombreux pour être une fluctuation. Trop net pour être du bruit de fond. Ils vérifient leur code. Relancent l'analyse. La bosse persiste. Ils en parlent à leur superviseur. Le superviseur en parle à la collaboration. Le mot se répand discrètement par des canaux cryptés. Ne le dites à personne à l'extérieur. Pas encore. Pas tant que nous ne sommes pas sûrs. Plus de physiciens examinent les données. Des analyses indépendantes utilisant des méthodes différentes arrivent à la même conclusion. L'excès est réel. La signification monte. 3 sigma, le seuil où les physiciens commencent à faire attention. 4 sigma, une forte indication, mais pas encore une découverte. 5 sigma, le standard pour revendiquer quelque chose de nouveau. La collaboration planifie une réunion. Dans un auditorium bondé, des physiciens seniors présentent les résultats. Des diapositives montrent des histogrammes, des ajustements, des tests statistiques. La salle est silencieuse, sauf pour le cliquetis des diapositives qui changent. 5,3 sigma. La probabilité d'une fluctuation est inférieure à 1 sur 3 millions. Des applaudissements éclatent. Certaines personnes pleurent. Des années de travail, des décennies de préparation, des carrières passées à attendre ce moment. La découverte est annoncée au monde. Conférences de presse, gros titres, couverture télévisée.
la particule reçoit un nom. Les théoriciens se précipitent pour l'expliquer. Tout change. Les manuels doivent être réécrits. Les programmes d'études doivent être mis à jour. La prochaine génération d'expériences doit être planifiée. La carrière de chaque physicien dans la salle se réorientera vers la compréhension de ce qui a été trouvé. Certaines découvertes confirment ce que nous attendions. Le boson de Higgs correspondait aux prédictions presque parfaitement. D'autres découvertes brisent les attentes. L'expansion accélérée de l'univers est venue de nulle part. L'énergie sombre n'était prédite par aucune théorie dominante. La prochaine découverte pourrait être l'un ou l'autre type. Elle pourrait s'insérer proprement dans une extension du modèle standard. La supersymétrie enfin confirmée. Des dimensions supplémentaires révélées. Une quatrième génération de quarks complétant le motif. Ou cela pourrait être quelque chose que personne n'a imaginé. Une violation de l'invariance de Lorentz. Un échec de la mécanique quantique à haute énergie. Un signal d'un secteur de la physique qui n'a pas encore de nom. Nous ne savons pas ce que le CERN trouvera, mais nous savons que les machines continueront de fonctionner. Les données continueront de s'accumuler. Les analyses continueront de s'améliorer. Un jour, les graphiques montreront quelque chose de nouveau. La fissure apparaîtra et la physique recommencera.